Salut les amis, Bhaskar pour Hypnomachie. Aujourd'hui on va parler du wokisme, des Neptuniques, de gens qui sont fans de tentacules et d'autres qui se déguisent en dauphins pendant leurs ébats amoureux. Générique. Alors, je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont des vies bien remplies et n'ont pas forcément le temps de regarder les vidéos jusqu'au bout. On va aller à l'essentiel. Pour être déconstruit, pour se déconstruire, il faut déjà s'être construit. Et cette lapalissade, puisque c'est quand même un propos d'une banalité confondante pour quiconque a juste 2 doigts d'éducation. Et donc cette lapalissade, visiblement l'époque moderne a un petit peu de mal à entendre ça, puisque à l'époque du wokisme, on jure de plus en plus par la déconstruction, sauf que la déconstruction peut être un remède comme elle peut être un poison. J'ai eu envie de vous faire cette vidéo parce que je me suis retrouvé il y a quelques temps dans ma vie privée, dans une histoire absolument dantesque que je m'en vais vous raconter. Où une amie, une très bonne amie, quelqu'un que j'aime profondément, m'a dit « Ah, je connais une fille, il faut absolument que je te la présente, tu vas voir, je suis sûr que vous allez vraiment très bien vous entendre. » Soit, la nana en question se retrouve donc chez moi pour prendre un café. J'étais tout à fait motivé pour faire sa connaissance. Et me voilà à me retrouver une espèce de traquenard avec quelqu'un qui me propose, je cite, de m'attacher, littéralement. Bon, ça, à la limite, il y a des gens qui aiment ça, ça peut être très sympathique et très récréatif dans certains domaines. La personne me demande, je cite, de m'attacher afin de niveler les rapports de domination. Alors, j'ai eu mon logiciel qui m'a dit non, je suis pas certain, là, comme ça, alors que je te connais depuis 1 heure, d'avoir envie que tu m'attaches pour niveler les rapports de domination. Il me semble bien d'ailleurs que attacher quelqu'un est un rapport de domination. Et j'ai trouvé ça d'un niveau de perversion absolument hallucinant. Là où un bon fasciste des familles, là où quelqu'un qui vient et qui a envie de s'imposer sur vous, de façon très claire, arrive, te regarde dans les yeux et te dit je vais m'imposer sur toi, c'est moi qui ai le pouvoir, ferme-la et baisse les yeux. À la limite, que ce soit un peu désagréable, peut-être, j'en conviens, la plupart des êtres humains n'aiment pas spécialement se soumettre, mais ça a le mérite d'une certaine forme de franchise à l'ancienne, vous voyez. Là, c'était d'autant plus pervers que c'était de la domination soutenue par une narration d'absence de domination. Sauf que débarquer chez quelqu'un comme ça, qui a simplement ouvert en mode hospitalité, c'est-à-dire viens, je sais pas qui t'es, viens prendre un café, tout va bien, et d'arriver et de dire tu me domines alors que c'est elle qui vient en fait, moi je... Voilà, c'est quand même le signe d'une forme de perversion, au sens pervertéré, de inversion des valeurs, assez hallucinante. Et c'est un pattern que je retrouve de façon récurrente et répétée, avec un certain nombre de personnes de ma patientèle, qui sont des purs produits du wokisme. Cette déconstruction comme ça, soi-disant wokiste, fait d'énormes dégâts, et est basée sur un pattern psychologique extrêmement facile à comprendre, qui est que la vie en société, un des buts de la vie en société est d'essayer de protéger l'homme de la violence de la nature. C'est pour ça que les hommes se groupent, c'est pour survivre dans la nature. Et comme le faisait remarquer l'éthologue Konrad Lorenz dans sa correspondance privée avec mon vieux maître, un des problèmes de la civilisation et du fait que la civilisation aujourd'hui a quasiment tout conquis, les espaces ruraux où la nature règne en maître diminuent comme peau de chagrin, c'est pas un scoop que de le dire. Eh bien, une des problématiques, c'est que cet essor gigantesque de la civilisation crée des générations d'individus qui sont nés littéralement hors sol, sans racines au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire sans racines dans le sens de qui ne sont plus en contact avec la terre, avec les animaux, avec la nature, c'est-à-dire qu'ils ont perdu de vue une certaine forme de brutalité quand il fallait que tu tues toi-même ton lapin ou ton poulet pour avoir à manger. Ça t'ancrait quand même dans une certaine forme de réalisme, quoi qu'on dise. Et puis s'enracine aussi d'un point de vue symbolique, puisque c'est l'individu du nouvel ordre mondial qui est internationaliste, mais qui du coup ne se rattache plus à une culture, à des process, à des racines, à un certain nombre de rites qui,
aussi illusoire soit-il en termes d'hypnomachie, avait quand même l'avantage de structurer sa pensée et de permettre l'émergence justement d'autres choses. C'est le fameux proverbe « si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens ». Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement avoir des racines ne résout pas un certain nombre de questions, mais pose au moins une assise psychologique qui permet de mieux digérer l'incapacité ontologique humaine à répondre à ces questions. Autrement dit, on n'a pas de réponse, mais on pleure ensemble, et c'est plus sympa de pleurer ensemble que de pleurer dans la solitude. C'est-à-dire qu'on n'ajoute pas le désespoir de la solitude à la perception lucide de son impuissance. Avant de déconstruire, il faut avoir construit / avoir été construit, disais-je. C'est un truisme, évidemment, mais c'est un truisme qui n'est pas si évident que cela, puisque énormément de jeunes générations ont été élevés avec une espèce de substrat culturel relevant de l'école française, c'est-à-dire Deleuze, Derrida, Foucault, etc., qui s'est attelé à relativiser, à déconstruire toutes les icônes de l'Occident. En soi, dans Hypnomachie, vous savez que je n'ai rien contre la déconstruction. Prendre le temps de déconstruire ces idoles, de déconstruire les mythes qui nous ont forgés, c'est un des principes phares de l'hypnomachie. Ça va être de remarquer qu'on s'est appuyé pour devenir ce que nous sommes sur des illusions, et qu'une fois adulte, il est temps de les lâcher, aucun problème. Ce qui me semble intéressant, c'est de regarder l'impact de l'exposition à l'école française et à la pensée déconstructiviste sur des jeunes systèmes nerveux passablement immatures. Eh bien, c'est un désastre. C'est un désastre, tout comme il est un désastre de proposer à des enfants justement un certain nombre de règles trop complexes. Le système nerveux n'étant pas encore arrivé à maturation, les enfants ont besoin de repères clairs, de repères simples. Je vous expliquais déjà dans Hypnomachie que les individus adhèrent à des mythes de leur niveau socio-culturello-cognitif, c'est-à-dire en gros et en clair, chaque personne, un individu qui a une capacité de pensée de niveau 1 va adhérer à des mythes de niveau 1, quelqu'un de niveau 3 va adhérer à des mythes de niveau 3. Alors c'est peut-être un peu plus complexe que ça, c'est peut-être moins linéaire et moins unidimensionnel, mais enfin, le grand principe, vous l'avez compris. Donc à des enfants on donne des vérités simples, à des ados on peut nuancer un petit peu, à des adultes on va nuancer carrément. Et ce qui se passe, c'est que quand on donne justement un propos infiniment nuancé à des êtres humains qui ne sont pas construits, eh ben on va les empêcher de se construire parce qu'on aura démystifié avant de mystifier. Et c'est pour ça que tout ce contenu déconstructiviste, qu'il s'agisse justement d'hypnomachie, de l'école française ou d'autres notions similaires, doit être administré, en tout cas dans la tradition c'était le cas, avec une posologie spécifique. C'est un des problèmes d'Internet et de l'accès moderne à l'information. Tout le monde a accès à tout certes, mais il n'y a plus d'outils de classement, il n'y a plus de filtres, il n'y a plus en fait de bons parents pour dire ah ben voilà, toi tu en es là, tu as besoin de ceci, cela. Donc ça pousse les individus à faire une espèce de recherche plus ou moins chaotique. Certains vont trouver et y arriver, d'autres non. C'est le retour par la petite porte de la sélection naturelle sur le plan purement du système nerveux, évidemment. Les gens vont donc rester vivants, mais avec le système nerveux en charpie, comme des espèces de zombies, de morts vivants. C'est-à-dire qu'on a gagné effectivement par la civilisation la survie du corps physique, mais on le paye par cet état de mort-vivant détruit psychiquement par une exposition précoce à des contenus qu'ils ne pouvaient pas digérer et qu'ils ont recadré, amalgamé, mal compris. Et parfois ils vont mettre 10, 15, 20, 30 ans, voire une vie entière prisonniers comme ça de ce matériel mal digéré si je ne rencontre pas un ou plusieurs thérapeutes de talent qui va leur permettre de pouvoir à peu près se réparer. C'est absolument tragique, j'en conviens, et je n'ai pas de mais ou de nuance à apporter. Non, non, c'est le tragique à l'état pur, le tragique du siècle à l'état pur. Alors, quel est l'indicateur que nous sommes en train de peut-être d'être victimes de ce type de processus ? Normalement, lorsque l'on déconstruit utilement, il n'y a pas de chaos psychique, il n'y a pas de mécanisme de compensation, justement. C'est-à-dire que l'individu se crée sur la base de puissants mécanismes de compensation qui sont en général largement façonnés par la socioculture. Et plus il vieillit, plus il se rend compte justement de ces mécanismes de compensation, plus il se rend compte que ça lui coûte cher, et plus il va être désireux d'essayer de se rapprocher d'une certaine forme de verticalité. Il va arriver à un moment donné où il va littéralement dépasser le niveau de complexité cognitive moyen de la socioculture. Donc déjà là, on comprend qu'il y a une approche en goulot, une approche pyramidale, pour ne pas dire élitiste, puisque par définition, dans un groupe social donné qui est homogène, tout le monde n'arrivera pas à des niveaux de conscience qui dépassent le niveau de conscience moyen. Enfin, c'est des maths de base, hein.
Et oui, il y a des gens qui vont me dire moyen ou médiane dans les commentaires, hein, Marianne, je te vois, bon. Et quand ce travail donc a été fait en bonne et due forme, il ne reste qu'une douce ataraxie normalement. Alors que si jamais on est exposé trop tôt à ces contenus, cela entraîne une détresse psychique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un soupçon de détresse dans la déconstruction. La phase de nihilisme est normale, mais elle ne dure pas et elle est accueillie et vécue avec une certaine forme de légèreté. Là où si on est exposé trop tôt à ce matériel déconstructiviste, eh bien cela entraîne un chaos mental, cela va entraîner une hausse des addictions, de la logique gnostique en général, qui est liée à l'absence de papa. How dare you? Voilà, Dieu est mort, c'est magnifique, ça libère les hommes de l'image du Père, certes, mais à un moment donné, on a besoin de l'image du Père pour se construire. Et c'est ce pattern qu'on va retrouver de façon récurrente et répétée chez énormément de ces jeunes femmes qui ont été exposées trop tôt au wokisme et à la déconstruction. C'est un rejet pur et simple du pôle paternel. Dieu est mort, certes, ça libère l'individu de la pression dogmatique d'un clergé tout puissant, etc. De ce point de vue-là, c'est effectivement une libération extrêmement intéressante. Mais dans la construction des jeunes adultes, et notamment des jeunes femmes, cela peut entraîner une incapacité à se faire contenir. C'est-à-dire qu'il y a l'inconscient qui, dans le fond, sent bien que si se faire contenir, c'est quand même sympathique quand on est une femme à un endroit pour vivre son féminin, mais en même temps, elles ne supportent pas le fait de se faire contenir parce qu'elles ne se sont pas fait contenir suffisamment tôt quand elles étaient jeunes et qu'elles n'ont donc pas le frayage neurologique suffisant qui s'est fait, qui fait que quand elles découvrent le fait d'être contenues à l'âge adulte, eh bien c'est insupportable. Voilà. Je ne suis pas non plus en train là de prôner un modèle traditionnel, je suis en train de prôner la liberté intérieure de vivre le modèle traditionnel comme le modèle moderne. Ce qui n'est pas la même chose, parce qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas les nuances. Et derrière, eh ben, ces nanas vont essayer de se chercher des hommes déconstruits, comme dirait l'autre. Bah, évidemment que non. Moi, par exemple, je me vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse, par exemple. Vous voyez ce visage? C'est le visage du bonheur. Et je vous souhaite de connaître un bonheur comme le mien. Tout en nous vendant une horizontalité des rapports de force, mais en pratique en arrivant chez des gens et en disant salut, je veux t'attacher parce que t'es un mâle blanc cisgenre et que tu représentes donc le pouvoir non déconstruit. Ouais, c'est parfaitement assumé, mais étrangement, c'est elle qui est venue. Vous voyez, donc là, on retrouve cette espèce de, cette espèce d'ambivalence. Si réellement on n'a pas envie de rencontrer des gens comme ça, mais on reste dans des safe spaces, on reste dans des endroits dans lesquels, en fait, on reste entre personnes civilisées. Oui, vraiment dans ces petits îlots comme ça, où il y aura jamais aucun accès à la rugosité du réel. Jamais. Est-ce que tu viens d'utiliser un terme qui exclut les femmes d'une activité professionnelle? Alors je vous explique. Est-ce que tu as dit le porte-parole au lieu de le ou la porte-parole? Alors que les femmes sont tout aussi capables de vendre des sandwichs que n'importe qui? Est-ce que tu fais exprès d'employer certains mots pour conserver tes privilèges masculins? Non, pardon, je voulais juste faire croire que vous aviez violé ma thèse. Tu crois que les Italo-Américains et les femmes sont moins importants? Alors qu'il est... Tu oses utiliser des mots qui allient deux communautés de personnes qui doivent faire face à des préjugés verbaux comme les tiens au quotidien. Ceci dit, si on prend un peu le temps d'écouter avec des oreilles girafes, de faire un peu de CNV, tout ça, on entend que ce que ça veut dire, c'est j'ai très très peur de ta puissance. C'est j'ai besoin de t'attacher, que ce soit réellement ou symboliquement, hein, peu importe, tout le féminisme actuel, c'est ça. En gros, j'ai besoin de désarmer l'homme, c'est ça que ça dit. Parce que lorsque je vois la puissance de l'homme, je ne me sens pas en sécurité. Voilà ce que ça dit. Et ça raconte vraiment le fait de ne pas avoir expérimenté dans sa chair ce que c'était qu'un papa. Un papa qui est quelqu'un qui est par définition plus puissant que nous, et où malgré le fait qu'il nous contienne et qu'il nous limite, il ne nous met pas en danger au niveau de notre sécurité. Voilà ce que ça raconte. Mais que face à ce constat, on essaye de désarmer encore plus les hommes, donc de faire en sorte qu'ils ne puissent pas jouer leur rôle de père. Je ne sais pas si vous voyez l'antitélie gigantesque dans laquelle on est fourré. C'est une antitélie qui vient de la non-reconnaissance du statut de victime, du fait que l'individu, en l'occurrence là une jeune femme, à un moment donné a vécu une absence de père, et que cette absence de père l'a traumatisé, et que tant que cela n'est pas vécu, eh bien la personne va remettre en scène encore et encore et encore et encore son absence de papa dans le monde. Jusqu'à ce que, enfin, elle puisse se faire contenir en fait. C'est vraiment dramatique. C'est une souffrance terrible. Fort heureusement, c'est une pathologie aussi rarissime. Quand on va jusqu'à la médecine dit bon, il faut effectivement changer de sexe. Cela n'a d'ailleurs rien de nouveau. Ce qui est nouveau par contre, c'est la démarche qui consiste à partir de cette pathologie rare et
l'utiliser pour banaliser en fait un récit légendaire sur la libre choix du genre. Parce que, évidemment, sous-entendu, sans la férule insupportable du patriarcat, on pourrait, le genre serait totalement fluide, comme dit le wokisme. Et ce discours woke est préoccupant. Il considère que chacun devrait pouvoir changer de sexe, un peu comme on change de coque de téléphone portable, et puis il diffuse l'idéologie sournoise, suivant laquelle c'est la souffrance de ces jeunes qui sont affectés de cette pathologie qui est en fait la raison de leur souffrance, c'est le regard malveillant de la société, ce qui est évidemment faux. Alors moralité, il faudrait rééduquer la société. Ça tombe bien parce qu'il y a des séries pour ça. Et un tel discours n'est pas que délirant, en fait, il est assez destructeur. C'est son but d'ailleurs, déconstruire. En réalité, tous les adolescents passent par une phase que la psychanalyse appelle la latence et le trouble de l'identité sexuelle. Et le rôle des adultes, le rôle de la société, c'est de les rassurer. Grâce à un cadre, justement, grâce à une norme, c'est un terme qui est honni maintenant. Et si les séries télévisées se mettent à entretenir l'idée que le genre est fluide, alors les adolescents les plus fragiles peuvent s'enfoncer dans leurs troubles du genre. Je me souviens ainsi d'une jeune femme que j'avais accompagnée, qui avait complètement baigné dans ce bain wokiste depuis visiblement de longues années, et qui était en souffrance profonde, elle n'arrivait à rien, je ne vais pas rentrer dans le détail de son cas, mais où à un moment donné, elle m'avait posé une question qui est une question extrêmement intelligente en tant que telle, mais qui était... Mais pourquoi est-ce que le masculin ça fait ça et le féminin ça fait ça? Il y avait une demande de justification de ce thémata primordial. En soi, c'est une question extrêmement pertinente. Mais je lui ai répondu ce qu'elle avait besoin d'entendre à ce moment-là, parce que c'est comme ça. Voilà, elle n'avait pas besoin d'explication, elle avait besoin de se faire contenir, elle avait besoin simplement de lâcher prise là-dessus, ce qui ne répond dans le fond absolument pas à sa question. Mais derrière la question, il y avait un besoin qui était un besoin de contenance. Après, on peut poser des questions. En général, quand on commence à se poser ces questions, c'est qu'on attaque justement une phase de déconstruction. Est-ce que je peux être un homme et pleurer ? Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Est-ce que je peux être une femme et être absolument indépendante et tout gérer moi-même, etc. Évidemment, puisque ce ne sont que des archétypes. Ce ne sont que des archétypes dont la principale vertu, justement, est de permettre à l'enfant et à l'adolescent de commencer à se construire. Donc si vous comprenez bien, ça n'est pas une vérité révélée absolue. En ce sens, sa question était parfaitement légitime, mais à cet instant précis, elle avait besoin précisément que je ne lui réponde pas. Et si vous voulez, cette confusion entre le pré-rationnel et le transrationnel déconstructiviste... Il y a aussi les transrations. Voilà, fait énormément de dégâts, vous l'avez compris. L'archétype, c'est Monique au salon Marjolaine qui essaie de vous vendre un livre sur la loi de l'attraction en vous justifiant ça par de la physique quantique, alors qu'elle a même pas son bac S. Voilà, effectivement, fatalement, c'est un grand classique et c'est ce qui fait justement que quand je vous sortirai la vidéo sur la tâche aveugle du libéralisme et du droit naturel, je la ferai payer de sorte à ce que les gens comme ça justement qui rechignent à payer 1 euro ou 2 euros pour une vidéo, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas suffisamment d'abondance pour ça, ou même au niveau des principes, ça les choque, et justement, ça va les protéger d'avoir accès comme ça à un contenu qui pourrait leur faire du dégât, alors que ces gens-là ont la plupart du temps besoin de développer une rationalité. Cette confusion comme ça entre le pré-rationnel et le transrationnel peut également se retrouver dans le regard des enseignants. Et pas uniquement des jeunes apprenants. Notamment, moi, j'ai eu ce problème lorsque j'étais à la fac, ou avec un certain nombre d'autres positions d'institutions qui étaient en position d'autorité, qui, à partir du moment où tu ne te soumets pas à leur ordre et à leur manière de voir la vie et de voir les choses, en déduisent que tu es un jeune anarchiste qui a un problème avec l'autorité. Pas du tout. Simplement, il y a une différence entre ne pas adhérer, par exemple, à une pédagogie, tout en s'astreignant soi-même à étudier telle ou telle discipline, 4, 5, 6, 7 heures par jour, beaucoup plus qu'aucun des professeurs de cette institution ne le fait. Mais c'est quelque chose qui est difficile parce que là, on rentre dans la différence entre qu'est-ce qui est et qu'est-ce qui est vu. Et donc, il y a tout un jeu de miroir, de projection, de jeu de dupes. Je vais pas rentrer là-dedans dans le cadre de cette vidéo, mais c'est quand même une très très bonne question. C'est aussi les limites, justement, de l'approche strictement paternaliste médiévale, si j'ose dire, qui a amené à Dieu est mort. Parce que, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne suis pas du tout dans cette vidéo en train de soutenir un point de vue conservateur. Pas du tout. Je ne soutiens pas de point de vue, je ne fais pas de politique, je vous parle de la dynamique sociale, psychologique de la construction de l'individu et des
sociétés. Donc je ne suis pas en train de dire voilà ce qu'il faut faire, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas votre papa justement, je suis en train d'expliquer et de témoigner des ravages justement de la déconstruction lorsque celle-ci n'est pas précédée d'une construction minimum. Et dans la série Les Bonnes Questions, on peut en effet se poser la question de oui, mais à partir de quand est-ce que cette construction minimum est faite? Autrement dit, à partir de quand est-ce que je lâche prise et que je me mets à déconstruire? C'est une question récurrente, notamment dans les arts martiaux, figurez-vous, qui est donc, certains le savent, une autre de mes casquettes. Parce qu'à un moment donné, les maîtres, quand on les voit bouger, ils bougent librement, etc. Ils improvisent, machin, ok, très très bien. Et les débutants, on leur fait répéter des trucs comme ça en pyjama. Come on, everybody, train karate. Genre hey pendant des heures et on voit bien que c'est pas en répétant plus de coups de poing dans le vide en pyjama que ça va nous permettre d'improviser, c'est vrai. Néanmoins, ces exercices de base ont une utilité et une fonction et donc toute la question c'est à partir de quand est-ce qu'on arrête de les faire. Et évidemment c'est une bonne question, il n'y a pas une seule réponse à cela, chacun voit midi à sa porte et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça n'est pas une stratégie pure mais bel et bien une stratégie mixte. S'il y avait une seule réponse à cela, eh bien ce serait formidable, ça voudrait dire qu'on aurait enfin craqué qu'est-ce que c'est qu'une bonne éducation. Comment est-ce qu'on éduque un enfant pour en faire un adulte? Et bien évidemment, on ne le sait pas, il y a une forme artistique là-dedans, une forme subjective là-dedans. Mais là encore, nous nous accordons tous pour dire que entre quelqu'un qui n'a pas reçu cette éducation du tout et qui est complètement paumé, complètement dans le coltard, et quelqu'un qui a reçu une éducation extrêmement solide, voire trop solide, voire qui l'a un peu mis sur des rails et qui l'empêche de s'adapter et qui le coupe du vivant aussi parce que trop de règles, trop de principes, trop de valeurs, trop de trucs carrés comme ça, il y a un juste milieu et c'est tout le problème, c'est ce qui faisait dire donc à Freud, vous le savez probablement, que il y a trois choses impossibles, gouverner, éduquer et psychanalyser, et pour les mêmes raisons en fait. C'est que nous ne connaissons pas de manière objective le moment où il faut arrêter de. Mais ça n'est pas un problème. Ça n'est pas parce que le mental ne sait pas de manière objective ce qu'il faut faire qu'on n'a aucune idée de ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que vraiment, la connaissance humaine est une forme de via negativa, on en avait déjà parlé dans Hypnomachie, c'est-à-dire que savoir ce qui ne marche pas, c'est déjà savoir quelque chose, et ça n'est pas grave si dans l'absolu nous ne savons pas ce qu'il faut faire quand on sait ce qu'il ne faut pas faire. Et une des choses qu'il ne faut pas faire, c'est attaquer la déconstruction tant qu'on n'est pas un minimum construit. Ça m'évoque le suffisamment de preuves d'hygiène mentale que j'avais repris dans la vidéo sur la zététique, parce que c'est exactement le même pattern en vérité. À partir de quand est-ce qu'on a suffisamment de preuves? À partir de quand est-ce qu'on est suffisamment construit? Un indicateur pas mal, et c'était ce qui était retenu dans la tradition, où on abordait les écoles des mystères que quand on avait 40 ans, qu'on avait une femme, des enfants, un métier, etc., qu'on était bien inséré dans le tissu social. À la limite, on pourrait reprendre, par exemple, peut-être, c'est une proposition et certainement pas un enseignement docté vertical, mais un critère similaire qui consiste à dire, à partir du moment où je ne vis plus des allocations, à partir du moment où je ne vis plus du RSA, à partir du moment où je ne vais plus de chez papa-maman et que je suis capable de m'assumer seul comme adulte, ne serait-ce que d'un point de vue matériel et relationnel, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de mendier avec des coups de téléphone pendant 3 heures de l'attention à d'autres gens en dépendance affective et au niveau financier que je suis capable de me payer un loyer, etc. Et ben on peut peut-être considérer qu'on est suffisamment construit. Mais si vous écoutez cette vidéo et que vous posez la question, que vous êtes au RSA, c'est peut-être qu'il faut laisser de côté pour l'instant l'approche déconstructiviste et se concentrer pour le moment sur l'approche constructiviste. Parce que si vous avez déconstruit sans construire avant, il y a des chances que vous vous vautriez dans ce qu'on appelle le sophisme de vol de concept. Je vous avais promis que je vous en parlerais, allons-y, c'est maintenant. Le sophisme de vol de concept, c'est un sophisme ou un paralogisme très exactement, qui va donc consister dans le fait de poser d'abord comme brique de base d'un raisonnement un élément, et ensuite quand on va dérouler le raisonnement, c'est-à-dire A, donc B, donc C, donc D, mais D va venir contredire A. Autrement dit, on scie épistémiquement parlant la branche sur laquelle on est assis. Prenons un exemple pour être un petit peu moins abstrait. Si je vous dis par exemple la défense des minorités LGBTQIWXYZ derrière, lorsque je dis bisexuel, bisexuel, bi ça veut dire deux. Donc ça veut dire déjà que quand je dis bisexuel, je reconnais par exemple qu'il y a deux genres. Voilà, c'est-à-dire que je m'appuie sur quelque chose que je réfute pour expliquer quelque chose. Ça ne fonctionne pas. En tout cas, ça ne fonctionne pas en logique aristotélicienne.
Mais si jamais je dis ça, eh ben il y a toutes les personnes qui sont en pré-rationnel qui disent « Ah, donc il y a un autre système logique dans lequel ça peut fonctionner ». Non, apprends déjà les bases de la logique booléenne et de la logique aristotélicienne. Après, dans un deuxième temps, si tu as envie de déconstruire Janine aux cheveux bleus, eh ben dans ces cas-là, peut-être tu pourras nous expliquer comment est-ce que tu déconstruis, mais dans le respect des règles de la logique aristotélicienne. Autrement dit, tu te construis d'abord et tu déconstruis après. Je ne suis pas sûr de savoir en quoi ce serait un problème d'ignorer tout de la logique aristotélicienne. Vous ne vous en rendez vraiment pas compte? Ah? Cela nous amène très vite à des concepts vraiment étranges, comme celui de semi-bisexuel. Ah oui? Je suis sûr qu'il doit y en avoir un parmi ces trois-là. En tout cas, ça m'intrigue. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est très simple. Un bisexuel, c'est quelqu'un qui aime les deux genres, et un semi-bisexuel, c'est quelqu'un qui n'est bisexuel qu'à moitié. Un hétéro, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Oh non, mais sérieusement, les semi-bisexuels sont des gens qui sont bisexuels, mais qui ont une forte préférence pour un genre spécifique. Plaît-il? Mais certaines personnes considèrent que le concept de semi-bisexualité est déjà une notion biphobe. Eh bien, je ne comprends peut-être pas la logique aristotélicienne, mais ce que je sais, c'est que chaque individu en ce bas monde a le droit au respect et à la considération. Les abrosexuels, les zygosexuels, les neptuniques. Ce que je sais, c'est que chaque être humain sur cette terre a droit au respect. Chaque être humain est respectable. Sexuellement, j'ai toujours favorisé une certaine forme d'esthétique. Je ne peux pas jouir autrement que déguiser un vampire dans une armure, dans un endroit avec une certaine forme d'esthétique plutôt gothique en compagnie de mon soumis Giorgio, que j'ai affublé d'une combinaison sexy en latex et des serpents de mer. Je suis là, maîtresse. Et moi, je suis ce qu'on appelle un delphi sexuel. Et je ne peux jouir que si je me prends pour un dauphin. Je suis tentaculosexuel. D'après un sondage IFOP de novembre 2020, un quart des 18-30 ans ne se sent ni homme ni femme. Nous pouvons donc tous nous jeter à l'eau dans nos spécificités. Oh, mais c'est pourtant vrai. Nous allons enfin pouvoir vivre en pleine lumière. Et hop là! Le dernier en bas est un cisgenre. Et maintenant, nous allons vous attacher pour niveler les rapports de force et nous mettre à égalité. Ah bah rien de tel que la justice sociale, hein? Attendez une minute, nous sommes les 4 fils d'un richissime milliardaire japonais. Et en plus, nous adorons nous faire attacher. Et autrement dit, vous êtes en train de travailler gratuitement pour des représentants de la bourgeoisie et du patriarcat. Tais-toi, en tant que japonais qui se prend pour un grec que l'on a fait combattre depuis l'âge de 13 ans dans des combats clandestins, tu es bien évidemment un être favorisé. Je commence à me demander s'il est si favorisé que ça, il est asiatique et orphelin de père. Ah, nous ne pouvons donc pas le taxer d'homme poissonophobe sans passer pour d'obscurs réacs, malédiction! Évidemment, c'est n'importe quoi vos conneries. Je me suis déjà occupé de votre copain qui tentacule dans les caves. Je voulais jouir sans entrave. Ah, bah oui, à force de se regarder son nombril d'homme poisson et de se branler dans les œufs d'esturgeon, on finit par se retrouver tout seul et par oublier que pour rencontrer l'autre, ça demande un référentiel qu'on a construit ou qu'on construit. Alors pourquoi toutes ces catégories d'orientation ne marchent pas vraiment bien et finissent systématiquement par se foutre sur la gueule les unes les autres? Parce qu'au départ, il y a juste un thémata extrêmement simple, donc avec les hommes et les femmes. Voilà. Les hommes sont censés aimer les femmes sont censées aimer les hommes, etc. À la limite, il y a l'homosexualité qui peut... machin. Ok, très bien. Ça, tu retrouves ça dans toutes les cultures du monde. À partir du moment où tu introduis comme ça un troisième terme, qui est normalement déjà sous-entendu, c'est-à-dire que si on regarde au premier niveau, on a homme, femme, point, etc. Bon, voilà. Mais en réalité, il y a l'homme, le femme, donc le yin, le yang, mais il y a le Tao au milieu qui est sous-entendu. Vous avez toujours un troisième terme comme ça qui est sous-entendu au milieu. Mais comme là, il est question de ne pas le voir et d'avoir été déconnecté de la source, alors que c'est précisément ça le plus important et le plus intéressant, c'est ballot, il y a création d'un troisième, d'un quatrième, d'un cinquième terme. Donc on va dire, pour faire simple, il y a création d'un troisième terme, par exemple, on va dire non-binaire. Et donc à partir de là, si tu aimes, donc là on est sur le chiffre 3, si tu aimes par exemple les hommes et les non-binaires mais pas les femmes,
Donc tu vas créer une quatrième case, et puis de la même façon tu peux aimer les femmes et les non-binaires mais pas les hommes, donc là pof, une cinquième case, et puis en fait tu peux aimer la quatrième case et la deuxième mais pas la troisième, et donc t'en créer une sixième, etc., etc. Et là, ça devient littéralement en fait un algorithme qui se déploie tout simplement, un peu à la manière d'une intelligence artificielle, et qui va amener nécessairement, et pas besoin d'un doctorat pour le comprendre, qui va amener à une infinité de cases, puisque à chaque itération, vous augmentez le nombre de cases de manière exponentielle. Ce qui amène très très vite à du sur-mesure. Alors c'est très intéressant de faire du sur-mesure parce que justement les individus se sentent mieux reconnus dans leur spécificité, leur individuation, etc. Aucun problème avec le sur-mesure. Mais par définition, le propre de la pensée, c'est de créer des catégories générales, pas de faire du sur-mesure. Pour le sur-mesure, on a l'empathie, l'émotionnel, l'intuition, etc., etc. Mais pas la pensée. Et donc ça pose la question de pourquoi vouloir aller sur le terrain du concept avec une méthodologie aussi foireuse. Et je crains que ce ne soit simplement pour faire bien. Parce que dans nos sociétés plus ou moins néo-cartésiennes, le concept est associé à une forme de respectabilité, alors qu'il serait à mon avis plus pertinent d'aller creuser un petit peu sur pourquoi est-ce que je donne mon assentiment à cette idéologie basée sur le concept, au point que je vais moi-même jouer son propre jeu, alors que dans le fond, ce que je souhaite, c'est simplement être reconnu, respecté, validé, etc. Stabiliser une forme d'estime de soi plus ou moins défaillante, et derrière cette recherche du concept, et la boucle est bouclée, on retrouve la recherche du papa, c'est-à-dire d'une espèce d'objectivation de son monde subjectif. Et c'est exactement ce que je vous racontais tout à l'heure, c'est « Ah papa, s'il te plaît, valide-moi ». Eh bien non, c'est à toi de te sortir les doigts littéralement et de réussir à te poser dans le monde sans forcément te cacher derrière l'alibi un peu adolescent de la recherche de validation par concept interposé. Est-ce que ce que tu essayes de me dire, c'est que lorsque j'aborde ces sujets, je suis en fait dans une forme d'affect, que je travestis et essaye de faire passer pour des concepts? D'autant que dès qu'on se connaît un peu, il est assez facile d'exprimer avec clarté son orientation sexuelle. Sean, ils ont changé ton sexe dans la dernière adaptation Netflix. En tout cas, moi, quand tu m'avais réchauffé dans la maison de la balance, c'était plus qu'ambigu. Alors je crois que nous sommes d'accord. Nous sommes en pleine déliquescence intellectuelle. Attendez un petit peu, ce que vous dites est une forme de véridiction, c'est-à-dire que ça n'est pas vrai dans l'absolu. Vous raisonnez typiquement comme des sujets occidentalo-centrés, blancs et dominants. Lorsque, comme moi, on est une femme, on comprend qu'il y a d'autres systèmes de pensée possibles, auxquels vous, les hommes, ne comprenez naturellement rien. Ça suffit, Tatsumi. Forte est de reconnaître qu'il s'agit là d'un mécanisme de défense extrêmement habile. Lorsque l'on n'a pas eu la chance de grandir dans un milieu aimant, il est classique de se réfugier ainsi dans une forme de solipsisme émotionnel. En verrouillant l'intégration des normes du groupe social, l'on se protège ainsi de la prise de conscience, consistant à réaliser la relative dysfonction de son schéma familial. Aussi réelle que soit l'unicité et la spécificité de son cas, celle-ci est alors détournée afin de protéger le psychisme de la souffrance d'un réel trop brutal à appréhender. Il est vrai que dans cet archétype féminin, ce qui m'intéresse, c'est vraiment mes émotions et pas vraiment le réel. Et si vous voulez, j'ai un costume en latex de Benoît Hamon. Peut-être qu'on pourrait combattre l'oppression patriarcale hétérosexiste en autodérant un collectif en non-mixité pour les allosexuels, genderqueer, hyposexuels. Si tu veux, tu pourras me tentaculer pendant que je te tentaculerai. Par pitié, taisez-vous. Le plus important est de maîtriser les règles de base de la rationalité pour découvrir les vols de concepts là où ils se situent et ne pas se laisser abuser. Par exemple, si je vous dis que le langage est un média qui est insuffisant pour pouvoir réellement faire passer une idée, et que je vous le dis comme ça en utilisant le langage. C'est une forme de vol de concept, puisque je m'appuie sur un concept justement donc que j'ai posé pour invalider le concept sur lequel je suis assis. Et c'est la base, entre autres, de la démonstration de Wittgenstein qui a fait qu'il a torpillé littéralement quasiment toute la philosophie en la réduisant, pour ainsi dire, comme ça, à des problèmes mal posés.
Et bien sûr, notez qu'on peut utiliser aussi le sophisme de vol de concept pour torpiller à peu près n'importe quelle idée et faire ainsi du relativisme absolu de sorte à protéger comme ça littéralement son schéma de croyance pré-rationnel également. C'est-à-dire que connaître le trilemme d'Agrippa, connaître les sophismes, etc. ne nous protège absolument pas de cette espèce d'obscurantisme consistant à utiliser des notions transrationnelles pour protéger son pré-rationnel. Mais comme je ne sais pas qui vous êtes, à qui je m'adresse là, parce que je parle devant une caméra comme une espèce d'imbécile, mais en fait, je ne sais pas ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous avez besoin d'entendre? Est-ce que vous avez besoin que je vous dise parce que c'est comme ça, jeune fille? Ou est-ce que vous avez besoin que je vous explique toutes les finesses de l'épistémologie en long, en large et en travers, parce que justement, vous avez déjà tellement construit que vous avez besoin de déconstruire? C'est ce qui fait que ces vidéos YouTube sont passablement inutiles. Alors peut-être que par chance, elles vous sont utiles, ça c'est formidable. Mais dans l'absolu, en fait, rien ne remplacera jamais le travail mésotérique les yeux dans les yeux, parce que la caméra ne peut pas me renseigner là actuellement sur votre état émotionnel, sur votre état de conscience. Et c'est pour ça que plus ça va, et plus je passe de temps à travailler comme ça, les yeux dans les yeux avec des gens, et de moins en moins à faire des vidéos. Même si effectivement je suis quand même toujours d'une productivité qui est ce qu'elle est, mais je pense que ça ne durera pas et que dans les années qui vont venir, je vais probablement espacer les vidéos. Bref, je vous dis tout ça simplement pour vous tenir au courant de comment est-ce que Hypnomachie évolue avec les années. Voilà, je suis aussi en train de former un certain nombre de gens dont certains sont vraiment brillants, vraiment remarquables et qui pourront aussi m'aider un petit peu à transmettre cette je sais pas comment appeler ça, cette science, cette discipline, cette matière. C'est assez illusoire de toute façon, comme je vous l'avais expliqué dans le mot hypnomachie, c'est un néologisme, donc bon, de toute façon les concepts dans la vraie vie il n'y a que des êtres humains, mais en tout cas il y a quelque chose qui passe, il y a une baraka qui passe d'être humain à être humain, et c'est peut-être ça l'important. En tout cas il y en a un certain nombre où quand il ouvre, moi j'écoute et je me dis putain c'est bien, je suis pas sûr que j'aurais fait mieux, donc ça c'est plutôt bon signe. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo t'a appris quelque chose, diverti, ou simplement que tu désires nous soutenir, tu peux mettre un petit pouce comme ceci, partager sur les réseaux sociaux et nous rejoindre sur la page Facebook Hypnomachie. Salut Internet. If you've been offended, your feelings must be defended. Freedom of expression is a microaggression. Here comes Antifa Freddy. He's always ready to fight fascism with fascism. Starbucks windows don't stand a chance. Ethic enhancer. He's a systematic racism finder. Using the powers of screaming and shame, they win every debate by calling your names. They're heroes who think that they're victims. Social justice.